Eh bien, bonsoir. Toute la petite équipe est heureuse d'être là. Je parle de la petite équipe de Zouk TV. Elle est dirigée ce soir par Manuela. C'est suffisamment exceptionnel pour que je vous en parle. À la réalisation technique, Manuela, Jeannot et moi-même, qui suis heureux, bien sûr, d'être avec vous. Nous parlerons, comme d'habitude, de nos sujets, ceux qui nous préoccupent, ceux qui font la société, ceux qui ont envie aussi, peut-être, d'aborder des sujets autres et que nous n'avons pas encore l'occasion de faire. C'est l'occasion de vous dire que vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer des mails et nous dire aussi ce sur quoi vous aimeriez qu'on discute. Je rappelle que Psychose est une émission interactive, c'est vous qui avez la parole. Ce soir, nous parlerons de sujets qu'on a peut-être déjà abordés, mais qui méritent d'être repris, parce que vous savez que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. On va recommencer. Nous parlerons de ces rapports un peu compliqués, il faut reconnaître, entre hommes et femmes, entre y a-t-il égalité, n'y a-t-il pas égalité, faut-il d'ailleurs qu'il y ait égalité, on en parlera tous, chacun doit avoir son avis sur la question. Et pour en parler ce soir, deux femmes d'une association, on va dire toute nouvelle, mais qui a sa place dans le paysage associatif déjà. Géraldine de Toré, bonsoir. Bonsoir. Georges Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes toutes les deux donc membres de l'association Culture et Égalité. Alors je vais vous demander déjà pourquoi cette association de plus aujourd'hui où on fête a priori les 70 ans du militantisme féministe en Martinique, puisque je crois savoir que ce 11 juin 1944 naissait l'UFM et avec tout ce que ça comporte de valeurs féministes pour notre pays. Oui, ben, vous savez, depuis 1848, les femmes ont été libérées de l'esclavage et pendant 98 ans, les femmes ont été des citoyennes passives, mais elles ont toujours été très très actives dans le monde de l'action publique, de l'action politique, puisque ce sont elles qui faisaient les élections, ce sont elles qui se réunissaient, elles ont créé des associations de femmes et elles étaient ce qu'on appelle des citoyennes passives. Et en 1944, effectivement, des femmes françaises qui s'étaient déjà bien battues avant il y a eu ce décret du général de Gaulle pour le droit de vote. Et en même temps, se créaient les associations des femmes françaises. Et donc, dans ces associations des femmes françaises, il y avait toutes les sections qui se trouvaient dans les colonies. Parce qu'il y avait les colonies, il y avait le Maroc, la Tunisie, le Vietnam, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Et en 1944, avec des femmes communistes, se créait cette association de l'Union des femmes de la Martinique qui voyait le jour avec des femmes extrêmement dynamiques. Donc, qui ont porté une action pendant 70 ans, dont j'ai aussi porté ma pierre à ce dynamisme, à cet édifice. Et là maintenant, il y a d'autres associations qui se créent. Et là, je crois que c'est en important. Complémentarité que vous êtes positionné. Mais vous savez, les discriminations sont tellement importantes dans notre pays, les inégalités sont tellement importantes qu'il faudrait vraiment une multitude d'associations qui se rejoignent, bien entendu, à certains moments, mais qui ont peut-être des façons différentes de militer. Et l'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue l'objet pour lequel on est là, c'est-à-dire l'émancipation des femmes. Alors 70 ans de militantisme féminin, dans lesquels évidemment votre association trouve aussi sa place, bien évidemment. Quel bilan on peut faire? Est-ce que les choses, la cause des femmes dans notre pays a évolué suffisamment? Quel bilan un peu rétrospectif on pourrait faire de ces 70 ans d'investissement associatif autour de cette cause? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les choses n'ont pas évolué. Je peux parler surtout de l'action qui a été menée à partir des années 97 sur la question des violences faites aux femmes. C'est-à-dire que c'était un sujet complètement tabou. Personne ne parlait des violences faites aux femmes dans ce pays. Il n'y avait pas d'espace pour recevoir les femmes, il n'y avait pas de centre d'hébergement pour que ces femmes soient logées. Donc il y a eu quand même une bataille de féminisme, une bataille qui a été dure, une bataille qui a été difficile. On a été vraiment vilipendés par des grands machos de ce pays, on a été agressés
adressé même Vous en parlez verbalement. au passé, je dois comprendre que maintenant c'est fini. Non, c'était à une époque, c'était un moment précis. Mais nous avons reçu en même temps de l'opinion publique, et des femmes particulièrement, mais des hommes aussi, mais surtout des femmes qui n'avaient aucun lieu pour aller. Ça a été un espace de respiration. Et d'ailleurs, les gens se félicitent, et quand je passe dans la rue, en ce qui concerne la question des violences faites aux femmes, les gens ne peuvent pas ne pas en parler, parce que ça a été en Martinique, nous avons vraiment construit cette affaire. Nous avons levé le voile sur ce tabou, et comme les femmes le disaient en 70, le privé est devenu politique, parce que la question des violences faites aux femmes, c'est pas une question privée, ça concerne tout le monde. Donc l'évolution s'est faite sur la question des droits des femmes, mais là où les choses marchent moins bien, c'est dans l'application quotidienne des droits. Et alors c'est là que et c'est la question que je vais poser à Géraldine de Touré, est-ce que votre association se positionne justement dans le quotidien, faire en sorte que ce qui n'est pas possible puisse se réaliser dans le quotidien, dans la proximité de ces femmes? Oui, parce que... Et alors la question qui vient avec, comment vous allez y parvenir surtout? Alors, nous partons d'un constat que les discriminations existent. Les femmes, enfin je peux vous donner quelques chiffres rapidement, mais que beaucoup de gens connaissent. Les femmes en moyenne gagnent 27% de moins que les hommes. Oui. Les femmes, même si elles sont plus diplômées, n'occupent que 5% des postes dans les grandes entreprises. Les femmes sont bien plus victimes. Dans le monde, 70% des humains sont des femmes et sont victimes de violences, 30% pour les hommes, enfin bref. Donc même s'il y a un certain nombre de progrès, effectivement il y a encore des choses à faire, et particulièrement en Martinique, où il y a toute cette tradition, par exemple, au hasard, la femme potomitan, c'est-à-dire qu'en fait on glorifie une femme exploitée, puisque c'est elle qui s'occupe de tout, et on dit c'est formidable, regardez comme elle est admirable, et on oublie de se dire mais est-ce que c'est normal que ce soit elle qui s'occupe de tout et qu'il soit le potomitan? Un couple, c'est deux personnes. Donc ça part d'un constat. Ensuite, on se dit qu'effectivement, il faut que les femmes elles-mêmes prennent conscience, parce que parfois on est élevé, on est conditionné à un certain nombre de choses, d'attitudes, de comportements, et qu'il faut que nous-mêmes, nous ouvrions les yeux, et que nous voyions ce que nous apprenons à nos enfants, les barrières nous-mêmes que nous nous mettons. Et c'est là que notre association intervient, c'est-à-dire c'est le questionnement. C'est apprendre aux femmes, ou en tout cas amener les femmes à se questionner, et parfois sur des choses sur lesquelles elles ne se sont auparavant jamais posé de questions, et se dire que peut-être que certes la société leur met des freins, donc les remarquer et faire appliquer la loi si besoin est, mais aussi vaincre, et c'est la partie peut-être la plus importante, les barrières qu'elles se sont elles-mêmes créées de par leur éducation. Il s'agit d'une association exclusivement de femmes. Pour les raisons que je viens d'évoquer, oui. C'est-à-dire en fait vous avez le sentiment que vous n'avez pas peur d'être encore plus stigmatiser le fait que vous soyez entre femmes, et que vous soyez dans des réflexions entre femmes pour certainement modifier les représentations. En tout cas, c'est encore des associations qui restent exclusivement féministes. Mais comme nous nous adressons aux barrières que sont constituées les femmes, il nous paraît logique de s'adresser aux femmes, puisque les hommes, il y a des hommes féministes, enfin je veux dire, c'est pas contre les hommes, mais c'est un travail d'éveil, on va dire ça, que nous voulons avoir envers les femmes. Et puis aussi, on s'adresse aux personnes qui sont opprimées. Vous savez, les femmes vivent une oppression, et ça c'est une réalité. Et donc, comme le disait Géraldine... Mais est-ce qu'elles en sont conscientes? Parce que là, vous dites qu'elles vivent ça, et elles pensent parfois que finalement... Non, elles sont persuadées que c'est une fatalité, que c'est leur lot, et que c'est normal. Et en même temps, elles dénoncent, elles sont épuisées, elles réalisent qu'elles sont dans la précarité, elles réalisent qu'elles sont quand même victimes de certaines violences, même psychologiques, morales, et qu'elles sont dans des situations qui ne sont pas supportables. Et il s'agit pour nous de les amener à comprendre comment se construisent ces inégalités, comment se construisent ces choses-là, et pourquoi nous voulons nous adresser aux femmes. Ce n'est pas que nous excluons les hommes, pas du tout. Nous sommes dans une société, en fait, que l'on dit mixte, mais il y a des hommes et des femmes. Mais il s'agit pour nous surtout, comme l'a bien expliqué Géraldine, d'amener ces personnes à
penser la société autrement, à penser leur vécu autrement, leur vie de femme autrement, pour transmettre à leurs enfants d'autres valeurs. Et c'est ça qui est important. C'est quand on aura déconstruit tous ces stéréotypes, quand on les aura amenés à repérer ces inégalités, qu'elles pourront donner une autre éducation à leurs enfants. Mais est-ce que vous ne craignez pas justement que cette prise de conscience les amène à se dresser contre les hommes, parce qu'en fait contre leurs oppresseurs, puisque vous dites qu'elles sont opprimées et que vous cherchez par un travail de conscientisation, de formation, à leur faire prendre conscience de cette oppression. Vous n'avez pas l'impression que l'effet induit, ça va être la guerre homme-femme, femme contre homme Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui, j'ose espérer que beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte qu'ils oppriment leurs femmes. C'est-à-dire que c'est parce que, aussi à cause de ces barrières, c'est que les femmes ne demandent pas. On a des exemples dans notre association de femmes qui étaient dans des systèmes extrêmement traditionnels et où parfois il suffit de parler à son conjoint en lui disant et que les choses s'apaisent et que ces femmes sont dans l'association féministe et leurs maris sont toujours là et sont sans doute heureux de tout d'un coup avoir un rapport et des dialogues nouveaux avec leurs femmes et qu'il n'y a pas eu de guerre. C'est-à-dire qu'en fait il suffit parfois pour obtenir quelque chose de le demander. Encore faut-il savoir ce qu'on a le droit de le demander et que c'est pas quelque chose d'inatteignable ou de non naturel ou de voilà. Il y a une phrase de Simone de Beauvoir, alors quand on avait fait un carnet de l'égalité sur le féminisme, et Simone de Beauvoir dit dans une interview qu'elle a eue avec Servan Schreiber, elle dit mais ces scènes de ménage qu'il y a, mais c'est ce qu'il y a de plus mortel pour un couple. Et ces scènes de ménage, pourquoi elles existent? Tout simplement, comme le disait, que les gens ne parlent pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une prise de conscience chez la femme, et elle dit, voilà, mais les choses doivent se faire comme ça. Est-ce qu'on peut les négocier? Est-ce qu'on peut faire les choses comme ça? Au lieu de rester là, à se dire, c'est mon lot, et à accumuler, et un jour, on pète un câble. Oui, c'est-à-dire que... non, si l'autre n'est pas conscient parce que son éducation ne lui permet pas de concevoir le rôle de la femme autrement, est-ce que vous ne vous exposez pas à des conflits s'il doit y avoir un conflit, Fred, ce conflit va se faire. C'est-à-dire que s'il doit y avoir un conflit et que cette femme qui vivait dans une relation dans laquelle elle n'était pas heureuse et qu'elle a envie de vivre une autre relation, c'est son droit et c'est son choix. Parce que ma question est la suivante. Quel est l'intérêt de faire prendre conscience aux femmes de cette question si de l'autre côté les hommes restent toujours figés dans leur représentation, dans leurs stéréotypes, des rapports sociaux complètement inégalitaires? Bien pessimiste, même dans les situations chroniques. Mais je ne suis pas pessimiste, c'est la société qui... il faut la regarder en face, Géraldine, en fait. Mais regardez, par exemple, on va prendre un parallèle sur l'histoire du monde ouvrier. Je veux dire, c'est évident que quand les ouvriers ont dit non mais c'est pas normal qu'on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'on soit corvéable, etc. Ça a été difficile. Ceci dit, maintenant, même si les rapports entre ouvriers et patronat sont un peu tendus, on s'est quand même extrêmement normalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de patrons qui considèrent que l'ouvrier est un sous-homme, une bête de somme qui travaille 7 jours sur 7. Ou l'ouvrière, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que, comme dans tout problème de couple, si les problèmes ont des racines beaucoup plus importantes que le problème de l'égalité homme-femme à l'intérieur du couple, c'est sûr que ça va mettre de l'huile sur le feu et que ça va... Mais bon, c'était pas ça le sujet. Je pense que quand un homme et une femme s'aiment et que l'homme, j'imagine, voit que sa femme est très malheureuse et râle en permanence parce que c'est elle qui fait tout et qu'elle lui dit bon, au lieu de râler, on va mettre les choses à plat, au lieu de faire tout et ensuite de me plaindre, écoute, on va avoir une discussion et on va dire qu'il faut qu'on partage et que si on partage pas là, il va y avoir un vrai souci. Il y a des hommes qui vont se braquer, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui vont être d'accord. Ils vont peut-être pas être d'accord, le sourire aux lèvres et le bonheur, mais ils vont se dire c'est comme ça que je vais garder ma femme, puis après tout, elle a des arguments valables. Là, je vous trouve optimiste, Géraldine. Moi, je peux aussi dire, nous travaillons pour le futur, et c'est ça qui est important. Nous ne pensons pas qu'on va transformer tous ces hommes d'une cinquantaine d'années, d'une soixantaine, Jean-Fred. Donc moi, dans mon genre, tous les hommes de ma génération, nous sommes ce que nous disons, que nous nous adressons. À quel type nous adressons à des jeunes femmes qui ont des enfants et qui construisent cette société actuellement. Et nous disons aux jeunes femmes qui commencent des couples, qui commencent dans l'âge de 20 ans, 25 ans, et on s'adresse particulièrement à ce public, et c'est ce public que nous demandons de venir à nos manifestations, enfin aux rencontres d'orientation féministe dont Géraldine va parler tout à l'heure, parce qu'il faut que dès le départ, qu'elles
qu'elles éduquent leurs enfants autrement, qu'elles transmettent des valeurs autrement. Vous avez vu ces jeunes femmes qui sont toujours en train de se faire protéger par le macho du coin parce mais justement, sont très amourachées de bad boy et tout. C'est à ces femmes que vous allez vous adresser absolument, parce qu'elles ne sont pas... que vous y arriverez? Elles ne sont pas heureuses, Fred, vous le savez pertinemment, parce qu'elles n'ont jamais eu en face d'elles de gens pour les amener à comprendre ce qui est en train de se passer et pourquoi elles cherchent un bad boy. Moi, je crois que ça, c'est fondamental. La question de la pédagogie, vous l'avez dit, la pédagogie, l'apprentissage est important. Et c'est ce que nous voulons à Culture Égalité, c'est ne pas décliner des théories aux gens, mais les amener à réfléchir, les amener à se questionner sur leurs propres pratiques et leurs propres comportements pour déconstruire tout ça, parce qu'on n'a pas des gens heureux. Alors, je rappelle juste, Géraldine, excusez-moi, je rappelle juste à nos téléspectateurs qu'ils ont leur place dans le débat, et ils interviennent quand ils veulent. Vous avez bien compris. Les téléspectatrices aussi. Oui, ça y est, oui, ok, tout le monde, allez, les téléspectatrices et téléspectateurs. Alors on va dire les deux, c'est déjà difficile comme mot, mais effectivement. Téléspectatrices. Voilà, et téléspectateurs, vous pouvez nous appeler au 71 27 07, réagir, nous donner votre avis sur la question. Si vous avez un avis, une opinion qui peut nous aider à échanger, les deux seront les bienvenus. Vous vouliez dire quelque chose, Géraldine? Oui, en parlant des bad boys, juste une petite anecdote, mais là encore, on véhicule un cliché qui, dans la réalité, s'avère être faux. Une des volontaires de Culture Égalité, qui est professeure dans un lycée public de Fort-de-France, racontait qu'on a vu débarquer à la rentrée deux petits jeunes hommes qui venaient de, je ne sais plus, d'une île anglaise ou je ne sais plus, bref, qui sortaient du système avec les uniformes, où on est bien poli, etc. Et donc, les bad boys du lycée ont vu avec effroi que toutes les filles étaient très intéressées par ces jeunes hommes qui étaient habillés en costume, etc. C'était complètement exotique, complètement. Elles trouvaient ça super élégant et viril, quoi. Un homme en costume, bien élevé, poli, et tout d'un coup, voilà. Donc le mythe les filles sont attirées par les bad boys. Finalement, elles sont peut-être attirées par les bad boys parce qu'il n'y a pas tellement autre chose. Mais que dès qu'il y a autre chose, tout d'un coup, voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est que même là, peut-être qu'on procède par cliché, qu'on a une tendance à généraliser. Les filles sont intéressées par des bad boys. Je pense certaines filles, d'autres non. Donc en fait, vous pensez que vous aurez un auditoire suffisamment fort auprès de cette jeunesse qui aime le dancehall et qui se cambre dans tous les... Non, ce qu'on veut dire, on ne va pas faire le travail toute seule, simplement parce qu'il y a aussi des citoyens et des citoyennes qui doivent aussi se relever et dire... Vous dites citoyens et citoyennes? Non, parce que les hommes ont des filles, ont des garçons. Et je crois que les hommes, les pères, ils veulent absolument avoir des garçons bien et des filles épanouies et des jeunes qui s'aiment et qui s'entendent. Donc nous pensons que ces personnes-là doivent aussi intervenir auprès des médias qui distribuent ces clichés, auprès de toutes ces radios, ces télés. Et ils doivent aussi dire leur avis et sur aussi les publicités. Parce que quand on regarde les publicités, là aussi, nous amenons les femmes à décrypter les publicités parce qu'elles ne se rendent pas compte que les publicités qui sont sur la voie publique ne font que renforcer des stéréotypes et qu'il faut pouvoir dire que nous ne voulons pas de ces publicités. Mais pour qu'on puisse le dire, il faut comprendre, les amener à décrypter ce que nous faisons dans les établissements scolaires aussi avec les volontaires de Culture Égalité. Comment on peut amener les personnes à décrypter une publicité, montrer qu'elle est complètement sexiste et qu'elles éduquent nos enfants dans un sens que nous ne souhaitons pas. Vous êtes parti là pour construire une véritable révolution culturelle. Vous irez dans tous les coins où vous pourrez y être et pouvoir modifier les représentations. Mais c'est un travail de titan, ça. C'est le principe de tout militantisme. C'est-à-dire qu'à moins de croire en un monde magique... Vous n'allez pas vous épuiser parce que l'adversité est forte derrière tout ça. Il n'y a pas que... Vous parlez d'éducation, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la religion, il y a aussi les rapports sociaux tout simplement, les institutionnels, la politique. Comment vous allez faire? C'est-à-dire que l'autre alternative, c'est quoi? C'est de se mettre chez soi et de pleurer. Oui. C'est pas très démocratique d'abord comme attitude, parce que nous sommes des citoyennes. donc bon. Donc après, la seule solution, non mais c'est vrai, on s'arrache les cheveux en disant ouh c'est terrible et on bouge pas, ou on bouge et on ne croit pas en un monde magique. On pense que ça va être beaucoup d'efforts. Peut-être que, j'espère que je verrai, que
que je ne mourrai pas avant que ça soit fait en Martinique, mais peut-être pas, mais je sais que ça se fera. C'est-à-dire que les choses se passeront peut-être pas à ma génération, mais à celle suivante. Et donc, il y a un moment, il faut commencer. Alors, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que vous venez de dire, quand vous dites il y a les politiques et tout, aussi dans les objectifs de culture égalité, nous avons l'ambition et le projet plutôt de mettre en place des formations. Et parce que les politiques publiques qui ne sont pas mises en place, il y a des droits, il y a des politiques publiques tout le temps qu'on agite, qu'on dit que la ministre aux droits des femmes, tous les jours il y a des décrets qui sortent et ces politiques ne sont pas appliquées, tout simplement parce que les gens qui sont susceptibles de les mettre ne sont pas à l'aise avec ces politiques, avec ces questions de l'égalité homme-femme. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas les mettre en place. Parce que pour les mettre en place, il faut déjà décrypter tout ça, il faut déjà comprendre. Alors nous avons le projet de proposer aux élus, aux collectivités, aux techniciens, aux techniciennes, aux gens qui encadrent aussi les jeunes, aux gens qui sont susceptibles de mettre en place des politiques publiques d'égalité homme-femme, qui est une obligation. Parce qu'il y a des gens qui utilisent des fonds européens et c'est une obligation. Donc, à partir du moment où ces personnes, ça se fait déjà peut-être par le biais de d'autres institutions, mais nous allons renforcer ce qui se fait déjà parce qu'une fois, je vous donne un exemple, une fois je faisais une réunion dans le cadre de mon travail, il y a une dame qui me dit mais madame Arnaud, vous voulez qu'on mette en place et c'est politique, mais nous-mêmes dans notre organisation, dans notre organisme, nous sommes mal avec ces questions de stéréotypes et ces questions d'égalité. Elle dit il faut commencer par nous former. Et c'est vrai. Et nous amener à réfléchir. Est-ce que vous pensez vraiment que dans une situation de crise, c'est une priorité pour les politiques, justement? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous prêchez un petit peu dans le vide, dans le désert, face à des politiques qui sont plutôt à regarder les chiffres du 440 Mais justement, d'un point de vue même pragmatique, le fait de mettre à l'écart ou d'empêcher une partie, la moitié d'une population, d'arriver à son plein potentiel, d'un point de vue purement pragmatique, on exclut tous les problèmes après tout c'est juste, de justice morale, etc., c'est totalement contre-productif. C'est-à-dire qu'il est totalement contre-productif d'écarter une partie de la population des décisions. Quand on voit que les femmes participent à 80% dans le monde, ce sont les chiffres globaux de l'OCDE, participent à 80%, produisent du travail, 80% c'est énorme. Bon. Elles ne possèdent que 12% des moyens de production. C'est-à-dire que c'est quand même indépendamment de la justice, c'est un système établi justement qui prend appui sur d'autres préceptes, en particulier des conceptions, des rapports sociaux de genre, quelles que soient les cultures. Oui, sauf que ça coûte cher. C'est-à-dire que, par exemple, si demain, partout dans le monde, même dans les pays où le salaire est très bas, si demain, ça c'est toujours pareil, les chiffres de l'OCDE, rapport 2011, si demain on appliquait la parité salariale partout dans le monde, on réduirait la misère de 65%. C'est simple. Donc, ça veut dire quoi réduire la misère? Ça veut dire qu'on crée des consommateurs, ça veut dire des gens qui tout d'un coup ont les moyens d'acheter. Donc là, on est vraiment dans des trucs extrêmement pragmatiques. Vous relancez le marché, donc vous relancez la production, l'économie, etc. Donc, le sexisme est contre-productif, coûte de l'argent. Donc c'est pas juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste des belles idées. C'est aussi que c'est pas rentable en fait. Ce que je voulais aussi ajouter, quand on a des femmes qui sont cultivées, des femmes qui sont instruites, et que c'est le cas chez nous. C'est le cas chez nous, et qu'on passe à côté de ces femmes-là parce qu'elles n'ont pas d'emploi, elles ne sont pas aux bonnes places, elles ne sont pas aux bons endroits. Tout simplement parce qu'il y a une discrimination, il y a un sexisme qui est Mais justement, je reviens de 2 jours de congrès à Madiana. Imaginez-vous que chaque fois qu'il y avait une table ronde, il n'y avait pas une femme, si ce n'était pas l'animatrice. Alors, sur la question de la table ronde. de la privation d'emploi, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la crise a un petit peu uniformisé tout ça et qu'on se retrouve maintenant avec... c'est encore les femmes qui peuvent les pots casser. Autant que vous pensez... Les statistiques disent que les femmes sont plus chômeuses que les hommes. Les femmes sont plus dans les emplois précaires et que les femmes sont plus chômeuses. Donc je veux dire, c'est les femmes, et puis, toujours comme ça. L'autre économie. Elles sont moins visibles en tant que chômeuses, par contre, parce qu'on voit plutôt les chômeurs. Donc on a l'impression que... comme elles sont moins visibles, elles sont là sur les listes et en plus, elles ne sont pas inscrites toutes
sur les listes du Pôle emploi. Du Pôle emploi, oui. Il y a une chose intéressante, c'est que, alors je connais la statistique pour l'Europe, je ne connais pas pour la Martinique, mais je pense que, je ne l'ai pas trouvée en fait, mais je pense que, donc vous savez que dans notre système, on peut être chômeur et auto-entrepreneur. Oui. Eh bien, en Europe, je crois qu'on atteint les 77%, en tout cas dans le nord de l'Europe, de femmes qui sont créatrices d'entreprises, de micro-entreprises. Donc ça veut dire que je pense que ce qui est valable en Europe doit être valable ici, c'est-à-dire qu'il y a plein de femmes, enfin moi j'en connais dans l'endroit où je travaille, qui ont monté des petites entreprises, elles vont vendre leurs légumes au marché, etc. C'est-à-dire que les femmes, de façon générale, font un certain nombre, ont des activités annexes qui font que certes elles sont au chômage de façon officielle, et c'est tout à fait légal, et par ailleurs ont des petites entreprises, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très féminin. C'est voilà, et que la majorité des créateurs d'entreprises sont des créatrices d'entreprises. Mais ce que je voulais quand même ajouter, c'est que, vous savez, l'économie capitaliste n'a aucun intérêt à ce que les femmes prennent de la place et que les femmes puissent avoir des boulots bien payés. Parce qu'en fait, plus on a des femmes qui travaillent au rabais, qui travaillent avec des salaires, c'est le profit est maximum. Vous pensez que dans les pays socialistes, par exemple à Cuba, les femmes ont un autre statut, Georges Arnaud, franchement? Non, ça c'est autre chose. Vous avez parlé de l'économie capitaliste. Non, je parle d'économie capitaliste parce qu'effectivement, dans des sociétés, dans la société capitaliste actuelle, vous me parlez de Cuba qui représente un pays, je vous parle de la globalité du monde. Il n'y a pas beaucoup d'États socialistes. Voilà, je parlais de Cuba, de la globalité peut-être du parler monde. du Venezuela aussi. De la globalité du monde. Nous disons qu'il y a une volonté délibérée de maintenir ce système, parce que c'est un système qui est vraiment un système rentable. Parce que plus vous allez employer des gens à bas prix, plus vous aurez des femmes qui travaillent dans les formels, dans tous ces petits commerces que nous voyons partout, ben c'est une main-d'œuvre qui est complètement bon marché. Vous voyez comment on construit dans ces pays, en Inde, en Chine et tout. Ce sont les femmes qui construisent à des prix mais ridiculement de misère pour augmenter le profit de maximum, et on se rend compte que le taux de femmes pauvres est le taux le plus important dans le monde. Oui. Les femmes sont la majorité des gens pauvres et qui font des boulots qui sont inimaginables. Et en Martinique, c'est pareil. On a une pauvreté qui ne se voit pas, justement. Alors on est persuadé, parce qu'on a beaucoup de voitures, qu'on est dans un pays où tout marche bien. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui vivent dans la précarité et du travail. Donc il y a quand même une misère qui est de plus en plus importante à l'heure actuelle, avec la crise. Concerne plus les femmes que les hommes. Absolument. Et les chiffres sont là pour le montrer. Les chiffres de l'INSEE sont clairs. Alors je reviens sur la formation, parce que c'est un peu votre cœur de métier, si j'ose m'exprimer ainsi, de militantisme, sur la formation et surtout sur les constructions de stéréotypes, puisque vous voulez tendre vers l'égalité. C'est noble, sauf que derrière, je vous disais, il n'y a pas que l'éducation, il y a la religion. Nous sommes dans un pays où les gens sont extrêmement attachés, particulièrement les femmes, à leurs croyances religieuses. Est-ce que vous n'avez pas l'impression là de vous battre face à un dinosaure, parce que ça va être difficile. La religion, on en fait ce qu'on veut. Enfin, oui. On le voit dans le monde partout, parce que dans les textes, il n'y a rien qui dit que les femmes doivent être payées moins, que les femmes... Enfin, je veux dire, les textes religieux sont pas particulièrement méchants, même prenons l'exemple de l'islam, certes c'est catholique, exemple, mais enfin bon, les multiples femmes de Mahomet étaient chefs d'entreprise, étaient dynamiques, etc. C'est-à-dire que après, les hommes qui contrôlent la religion font dire au texte ce qu'ils veulent. Mais je vous ferai remarquer que la religion a bon dos, parce que si on suit la religion, alors une femme impure ne peut pas s'occuper du linge. Donc ça veut dire qu'une femme pendant ses règles, c'est monsieur qui va faire les machines et étendre le linge, que les adultères doivent être mis à mort,
On va plus être nombreux en Martinique, ça je vous le dis. Donc voilà. Donc si vous voulez, la religion, il suffit de montrer aux gens que c'est pas, on a absolument du respect pour les croyances de chacun et que c'est pas le fait d'être féministe n'est pas antinomique avec une croyance religieuse de quelque obédience qu'elle soit. Bon, je vous fais remarquer aussi que dans beaucoup d'églises, il y a des groupes de femmes qui se réunissent et qui posent le problème de l'égalité homme-femme. Absolument. Bon, j'ai eu l'occasion moi d'aller dans les églises adventistes faire des interventions et chez les évangélistes, il y a et parce que bon, ces femmes posent aussi le problème parce que dans ces églises-là, il y a aussi du harcèlement, il y a aussi du viol, il y a aussi de la violence et ce sont des êtres humains, des hommes qui sont dedans. Donc elles sont aussi sensibles à ces choses-là. Les constructeurs d'égalité peuvent aussi vous dire, ok, on va quitter un peu la religion, parce que je crois que chaque fois que je vous donne un argument, vous êtes en flèche pour les déconstruire, mais c'est votre boulot. Sur la question quand même de l'égalité naturelle, est-ce que vous pensez est-ce que entre hommes et femmes, biologiquement, il y a une égalité? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence qui n'est pas forcément égalitaire? Les femmes, par exemple, sont-elles aussi fortes, puissantes physiquement que les hommes? Allez-y, chacune d'entre vous avait certainement un avis. Et les téléspectatrices, vous avez vu, j'ai commencé par les téléspectateurs, peuvent aussi y aller de leur plein gré. D'accord. Alors d'abord, les hommes et les femmes sont biologiquement différents, c'est une évidence qui serait totalement ridicule de contester. Cette différence biologique, il n'y a pas que les parties génitales, il y a aussi effectivement la masse musculaire. En général, statistiquement, le mâle dans l'espèce humaine est plus grand, plus fort que la femelle. Bon, une fois que c'est dit, d'accord. Ah non, on ne va pas non plus écouter, mais maintenant, c'est une réalité, Géraldine. Quand c'est une réalité, il faut aussi la regarder. Absolument, mais c'est une réalité, mais c'est une réalité biologique. Maintenant, parlons de la force physique. Oui. J'ose espérer que c'est pas parce que votre voisin homme est plus fort que vous, qui va avoir votre travail, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités naturelles entre les gens qui n'induisent pas des inégalités sociales. Oui, il y a le fait que vous soyez plus beau, moins beau, etc. Là, on parle d'une différence biologique. Je prends un exemple très simple et qui est souvent envoyé par les hommes en disant, oui, mais écoutez, n'empêche que quand il faut changer les pneus, souvent vous êtes au bord de la route à attendre qu'un homme passe. Mais ça, c'est une question d'éducation, cher monsieur. Oui. C'est une question d'éducation. Attendez, attendez, le cric, excusez-moi. Enfin, moi, j'ai déjà changé des pneus neige en pleine tempête avec des enfants dans la voiture. J'étais toute seule. Mon mari n'était pas là. Ça a été en 2 temps 3 mouvements. Les enfants ont même cru que j'avais soulevé la voiture d'une main. Mais attendez. C'est-à-dire que je me suis exercée avant. J'ai regardé le cric. On n'a pas besoin d'être fort. On peut être, mais vraiment, ça peut. Un enfant de 4 ans peut appuyer. Vous voyez, c'est une pompe, un truc qui monte à pompe. Surtout avec la modernité. C'est pas compliqué. Excusez-moi. Ce que je veux aussi ajouter. J'ai ajouté à ça, c'est que la question de la force musculaire, c'est complètement battu en brèche. Parce que dans les boulots actuellement, premièrement, vous regardez, vous ne pouvez pas porter de valise de plus de 23 kilos. C'est-à-dire que la question du poids est réglée pour les hommes et pour les femmes. Et c'est normal, heureusement. Et en plus, il y a du travail d'équipe et il y a de plus en plus de machines. Alors, ce que je vous propose, parce que là, je crois que le débat est bien lancé, mais la priorité quand même, c'est les téléspectateurs qui nous attendent. Oh, pardon, les téléspectatrices ou téléspectateurs. Donc, nous leur donnons la parole au 71 27 07. Bonsoir. Alors, mon nom c'est Gérard. C'est un téléspectateur. Bonsoir. Bonsoir. Donc, mon nom c'est Gérard, c'est un téléspectateur. Donc, après, ce sera une téléspectatrice. Donc, il n'y a pas de volonté délibérée de dénigrer la femme. Quelque part, quand on regarde, c'est un formatage judéo-chrétien. Le formatage judéo-chrétien, c'est que la femme, c'est la compagne de l'homme. Donc, quelque part, dans ce formatage, il n'a jamais été dit que la femme est l'égale de l'homme. Donc, tout ça, c'est un formatage. Et le fait que le judéo-chrétien a mis en place, parce que nous sommes dans l'ère du judéo-christianisme, donc toutes les religions fonctionnent comme cela. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même quelque part gommer ce formatage. Comment gommer ce formatage? Parce que ça, comment dire, ce schéma se reproduit, c'est pas volontaire, c'est quelque chose qui est là, qui est inné, on est formaté dedans. On est formaté, donc
C'est ça, quoi. Comment en sortir de ce formatage? De quel formatage parlez-vous, justement? Eh bien, ce formatage judéo-chrétien qui dit que la femme est la compagne de l'homme. La femme doit être soumise à l'homme. D'accord. C'est un formatage. Donc vous êtes en train de vous demander... formatage qui est valable dans toutes les religions, qui est valable dans toute la société. Vous êtes en train de vous demander... rappelez-moi votre prénom. Gérard. Vous êtes en train de vous demander, Gérard, comment on sortira de cette croyance selon laquelle les femmes seraient soumises aux hommes? Eh bien, on va leur demander à nos deux invités sur le plateau, Géraldine et Georges. Vous venez de le faire, monsieur. C'est-à-dire qu'en posant la question, vous-même, ça veut dire que vous interrogez quelque chose qu'on vous a appris, dans lequel vous avez été élevé. Si vous le faites, d'autres peuvent le faire également. Mais il ne s'agit pas seulement de s'interroger. Oui, mais c'est dans l'ADN, c'est dans votre ADN, dans votre conception dès la naissance. Vous savez, dans le ventre de la maman, vous êtes programmé déjà dans le ventre de la maman. Vous êtes programmé déjà comme ça. Mais vous êtes programmé comme ça. Vous pensez... Parce que ce formatage, c'est ça. Ce formatage, c'est que le fait que vous êtes programmé à la naissance comme ça. Mais ça, c'est vous qui le dites, monsieur. Moi, je ne suis pas formatée, la preuve. C'est-à-dire que je me pose des questions. Non, c'est-à-dire que vous essayez de mettre une résistance là, à ce formatage. Mais la société fonctionne comme ça. Hein. Alors, ce qu'il est en train de dire, oui, Gérard, on vous a bien compris. Comment voulez-vous vous mettre de travers pour pouvoir résister contre cela? Voilà, il est en train de poser... Gérard, Gérard, il est en train de poser... C'est une injustice. Vous m'écoutez, Gérard? C'est un formatage qui est là, dès votre conception, vous êtes conçu comme cela. Voilà, Gérard, vous m'écoutez? Donc Gérard est en train de... Je reformule un peu votre question. Il est en train de se dire... Comment faire pour sortir de quelque chose déjà de bien figé en termes de croyances? Est-ce qu'il y a matière à pouvoir déconstruire des croyances aussi figées, aussi... Non, mais d'abord, il parle de... Excusez-moi, mais vous parlez de l'ère chrétienne. Vous savez, monsieur, enfin, je pense que vous le savez, hein, que l'ère chrétienne dans l'histoire de l'humanité, c'est très court, hein, et qu'il y a eu des choses avant, et qu'il y a eu des humains avant, des hommes et des femmes qui avaient des rapports entre eux avant. Et que ça, c'est les religions monothéistes, c'est-à-dire les trois grandes religions. Mais dans le monde, d'abord, il y a d'autres religions que les trois religions monothéistes. Et pourtant, il y a des êtres humains qui sont des hommes et des femmes. Donc, la notion même que vous dites, c'est-à-dire que, en fait, on serait victime d'un certain, ou en tout cas emprisonné dans ce que vous appelez le formatage, c'est-à-dire un mode de raisonnement, un mode de comportement. Moi, je pense que c'est, et d'ailleurs, c'est toute la question du christianisme aussi, c'est-à-dire que on a un libre arbitre, on n'est pas formaté, monsieur. On a un certain nombre de choix qu'on fait, et en plus, le formatage dont vous parlez est un formatage extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'on est... Non, je voudrais répondre, si vous pouvez... Ce que je veux répondre, là, on parle exactement de ce qu'on appelle la notion du genre, c'est-à-dire la construction sociale. Effectivement, dès la naissance, ne serait-ce que quand une femme attend un enfant, le fait d'attendre une fille ou un garçon, les choses se passent différemment. C'est-à-dire que la gestation, l'attente de cet enfant, la construction qui est déjà l'attente, comment on va recevoir une fille, comment on va recevoir un garçon, c'est vrai qu'on est formaté selon qu'on soit une fille, selon qu'on soit un garçon, et l'éducation qui est faite dès le berceau. Dès le berceau, vous n'avez qu'à regarder, on va voir les choses en bleu, les choses en rose, les jouets seront différents. Mais ça, on le sait, mais il y a quelqu'un qui va demander comment on peut sortir. Mais parce que c'est une construction, monsieur, c'est pas quelque chose de... C'est pas comme un gène, c'est une construction, c'est quelque chose qu'on vous apprend. Et c'est ce que nous voulons faire, donc monsieur. On peut désapprendre. Alors voilà, c'est qu'on veut amener les gens à repérer justement tout ce qui nous construit, tous ces stéréotypes, toutes ces choses qui nous plombent et qui nous mettent dans ces inégalités. On amène les femmes à réfléchir dessus et à déconstruire. Et c'est ça que nous voulons, c'est notre ambition, c'est notre projet d'amener à déconstruire, à les repérer d'abord et à les déconstruire, à montrer à une femme que une fille, un garçon, on peut les éduquer de la même façon. Très bien, Gérard, je vous remercie d'être venu. Oui, mais je pense que ce n'est pas le fait de déconstruire, mais de renaître. Concernant les couples, donc dans un couple, l'essentiel,
c'est de prendre conscience, de prendre conscience que l'essentiel, c'est le partage et et l'échange. Très bien. Surtout, l'éternelle concession de part et d'autre. Parce que s'il n'y a pas de concession de part et d'autre, on ne va nulle part. Donc, c'est d'abord la concession, après la discussion, et puis quelque part, le plaisir d'échanger, le plaisir parce que c'est quand même quelque chose qui est quand même très agréable, le fait de pouvoir échanger. Très bien, Gérard, on va devoir arrêter. On va devoir arrêter là, en vous remerciant vraiment d'être venu et d'avoir eu à donner votre point de vue sur la question. On a bien compris que vous êtes soucieux quand même que ça change, vous aimeriez, vous savez pas comment, mais bon, on va peut-être avoir d'autres avis au cours de l'émission. Je vous remercie. Et puis, excellente soirée à vous et merci d'être venu enrichir ce débat. Alors, je crois qu'il a quand même porté là sur le tapis la question de la résistance au changement, tout de même. Hein, oui. Et vous serez confrontés à ça. Que, vous ne croyez quand même pas, mesdames, que la vie sera toute belle pour que vous déconstruisiez, que les choses seront aussi simples. Hein. Non, mais vous savez, ça se passe tellement plus facilement que vous ne le pensez, et Fred, parce que nous avons eu l'occasion d'animer des formations pour des personnels, des adultes. Mais on ne s'imaginait pas qu'en 3 jours, c'est-à-dire en 2 sessions, 2 journées et une journée, qu'en fait, nous avons fait une vraie révolution dans la tête des gens. Parce qu'il y a une telle souffrance des fois chez les femmes, qu'elles sont persuadées que c'est bon, on est dans la fatalité, et que bon, ben, et quand on les amène, parce qu'on les amène à réfléchir, mais par elles-mêmes, c'est-à-dire par des jeux, par des dispositifs, par des animations, où elles réalisent elles-mêmes l'oppression dans laquelle elles sont et la soumission dans laquelle elles sont, et elles repèrent elles-mêmes. Et je peux vous dire que les gens changent rapidement, mais très rapidement. Alors, juste un petit exemple, il y a une jeune femme, on parle de la question de la répartition des rôles, elle dit « Ah non, moi ça marche très bien chez moi, tout marche bien ». Alors je lui dis « Bon, c'est très bien, très très bien, bon, c'est bon ». Et je dis « Mais enfin, bon, des fois je connais bien quelqu'un qui dit, quand je lui dis « Mais tu n'as pas étendu le linge », qui répond « Mais tu ne m'as pas dit ça ma chérie, mais si tu me l'avais dit, je l'aurais fait ». Parce que la question n'est pas de faire, la question est de la responsabilité de la chaîne de la chose. C'est-à-dire d'y penser. La femme, automatiquement, elle y va, tandis que l'autre, il faut lui dire. Parce qu'en fait, il ne se sent pas responsable d'une tâche. Attendez, je finis. Oui. Et elle, cette femme, elle est revenue après, 2 mois après. Elle m'a dit, Madame Arnaud, vous savez, j'ai réfléchi à cette petite phrase. Ah ben, son mari est parti avec le bébé et lui dit, mais tu sais, j'ai oublié le biberon. Alors elle, d'habitude, elle prépare le sac, tout. Alors elle lui a dit, bon, elle s'est dégagée, elle a pu faire autre chose, aller faire du sport. Et il lui a dit, ah ben, si tu as oublié le biberon, ben, achète-le dans une pharmacie. C'est-à-dire que les femmes réalisent qu'il y a des choses dont elles peuvent se dégager pour avoir un loisir, pour faire autre chose. Et c'est cette façon que nous avons de travailler avec ces personnes. Et le monsieur n'était pas plus malheureux. Voilà. Il va apprendre autre chose. Il va apprendre la responsabilité d'une tâche du début à la fin, c'est-à-dire dans la répartition des rôles. C'est vrai qu'il s'occupe de l'enfant, mais avec un sac qu'il devra lui-même préparer. On va laisser les téléspectateurs intervenir. C'est vrai que vous êtes passionné et que vous auriez tout dit en peu de temps. On va vous présenter notre journal. Mais donner aussi la parole aux téléspectateurs, c'est aussi le sens de l'émission. Bonsoir. Bonsoir, c'est une téléspectatrice. Ah c'est une téléspectatrice. Bonsoir. Bonsoir, c'est Yolande. Yolande, bonsoir, et la bienvenue. Donc je félicite déjà les 2 dames parce que moi je dis que je crois que c'est important que plus il y a des femmes pour s'occuper de ces problèmes que rencontrent les femmes en Martinique de façon générale, je trouve que c'est une bonne chose. Donc déjà, mesdames, bravo et merci pour le travail que vous faites. Par contre, la question, enfin c'est pas une question, c'est aussi une réflexion, c'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu que vous vouliez et qu'il est important de déconstruire. Moi, j'ai entendu que vous faites une déconstruction peut-être individuelle, c'est-à-dire que vos formations vont vous permettre, comme l'exemple que vous venez de donner, Madame Arnaud, vont vous permettre de faire individuellement les personnes, les femmes, prendre conscience de la situation dans laquelle elles sont et comment elles peuvent s'en sortir. Par contre, moi, je me demande comment est-ce qu'on peut faire la déconstruction du système.
parce que c'est ça, moi je pense aux élus, je pense à des projets qui sont mis en place dans les communes, qui sont mis en place par les instances qui nous gouvernent de façon générale. Et ça, je crois que c'est là qu'il y a la difficulté. C'est-à-dire que individuellement, les choses peuvent... Il y a une prise de conscience qui peut être faite, mais la prise de conscience sur le système dans lequel nous sommes, c'est ça qui est peut-être plus compliqué. Alors, est-ce que ma question, puisqu'elle est là, est-ce que vous avez des projets, j'ai envie de dire, en direction des élus par rapport aux projets qui mettent en place pour la Martinique, sur le plan communal, sur le plan départemental ou bientôt sur le plan de la collectivité unique, mais est-ce que dans vos perspectives, dans vos projets, vous avez des projets comme ça qui vont permettre aux élus d'avoir un regard différent, sur une lecture différente, disons, de la société, et puis avec des réponses plus adaptées. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Merci Yolande. Alors sur la déconstruction, la reconstruction ou la prise de conscience collective. Moi je crois que c'est fondamental parce que nous c'est notre projet politique en fait. Je crois que la téléspectatrice elle a posé le problème, le véritable problème, parce qu'il ne s'agit pas seulement que les femmes aient un pouvoir sur elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles puissent, ce que nous voulons c'est qu'elles se redressent, qu'elles voient les choses, mais il s'agit de se redresser pour agir ensemble, c'est-à-dire le pouvoir avec. C'est construire une autre société. L'objectif véritable est de construire une autre société. Parce qu'à partir du moment où on déconstruit pour soi, on se rend compte des choses, notre volonté, c'est amener ces femmes à dire mais qu'est-ce qu'il faut pour que cette société marche mieux? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que cette société marche mieux en termes de décision, en termes de démocratie, en termes de citoyenneté? Et c'est cette volonté que nous avons déjà amené les femmes à réfléchir ensemble. Et l'autre chose, comme nous disions tout à l'heure, c'est aussi intervenir et que ces citoyennes interviennent auprès des élus, mais que nous ayons aussi des interventions au niveau des élus, comme on l'a dit au début, des collectivités de façon transversale. Parce que si nous faisons un petit peu là dans un coin avec les femmes ou bien avec quelques élus, les choses ne marcheront pas. Ce que nous voulons, c'est intervenir dans toutes les couches de la société, dans toutes les instances qui dirigent ce pays, pour pouvoir transformer petit à petit et amener les gens à se dire que la démocratie, c'est aussi que les femmes soient présentes. Parce que là, c'est une intention pour l'instant, vous savez comment les faire et pas de bonnes intentions. Non. Alors concrètement, comment vous allez vous y prendre? Concrètement, nous allons lancer des projets, nous allons présenter un cahier avec, nous enverrons comment on appelle ça, des propositions de formation dans les municipalités. Nous allons répondre à des appels à projets, parce qu'il y a des appels à projets qui sont faits dans ce sens-là. Nous allons démarcher, par exemple, le CNFPT, nous allons démarcher la région pour dire que nous sommes là, nous avons une équipe qui est à même d'amener ces citoyens, ces citoyennes et ces élus et ces techniciens et ces techniciennes à réaliser, à travailler autrement en prenant en compte la question du genre, en prenant en compte la question de l'égalité homme-femme. Parce que ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas parce qu'on a envie de se faire plaisir, c'est parce qu'il y a une véritable... c'est une injustice, c'est simplement une injustice en direction des femmes. Et quand cette égalité ira mieux, quand les choses vont mieux, elles vont mieux pour les hommes, pour les femmes, pour toute la société. Et je peux vous dire que d'un point de vue économique, on va faire aussi des économies quand il y aura moins de femmes victimes de violences, parce que ça coûte cher, vous savez, les femmes victimes de violences. Oui. Ça coûte très cher à la société. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que même d'un point de vue purement, ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que d'un point de vue purement rationnel, le sexisme coûte cher. Et en plus, et pas seulement rétrograde d'un point de vue psychologique et historique. Là, aux libéraux, en leur disant, écoutez, allez, on va faire des économies, les copains. Ce discours de dire que ça coûte moins cher. Non, mais c'est même pas. Mais c'est pas non, mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas parce que le discours qu'on entend beaucoup, c'est les féminismes. Oui, non, c'est bien gentil, c'est bien sympathique, mais en gros, voilà, c'est un peu historique. Bon, des hystériques gentils si vous êtes plutôt favorable et des vrais hystériques si vous êtes plutôt défavorable. Mais en gros, si vous voulez, c'est ça. Or, le discours qu'on a, c'est que c'est
le sexisme est un problème de société, est un problème politique, mais qui sort des problèmes droite-gauche, c'est un problème politique au sens large, c'est-à-dire l'organisation de la cité. Et qu'à partir du moment où une cité, c'est-à-dire une nation, un pays, une région, se prive d'une moitié de ses forces vives pour des raisons totalement fallacieuses et qui ne tiennent pas la route, et ben c'est dommageable, enfin, c'est une évidence pour tout le monde. Donc il faut changer les choses pour rentrer enfin dans la modernité. On est au XXIe siècle, on va arrêter quand même de croire que sous prétexte que quelqu'un n'a pas de pénis, il est moins capable. Mais on n'a pas l'impression que finalement des nouvelles lois, on parle des lois de la famille là, qui réintroduisent quand même une autorité paternelle, une posture paternelle très forte, elles ne sont pas à contre-courant de que vous souhaitez. Autrement dit, vous n'avez pas l'impression que vous ramez un petit peu à contre-courant? Non, mais c'est le principe de la crise, cher monsieur. C'est-à-dire que dans la crise... J'aime beaucoup, cher monsieur. Vous avez remarqué le cher. Je prends. Non, mais c'est-à-dire que le principe de la crise, c'est que de toute façon, il y a un raidissement et une volonté de retour en arrière, on pourrait dire même carrément réactionnaire, et que ça touche tout. Ça veut dire que le racisme, de façon générale, a de beaux jours, tout d'un coup reprend de la force, et que des choses qui étaient indicibles avant deviennent dicibles maintenant, et qu'on peut même en débattre, ce qui est absolument scandaleux, ça libère les gens, et que le sexisme, qui est une forme de racisme, c'est exactement la même chose, lui aussi reprend un peu de regain, etc. Mais en même temps, moi je crois que c'est un combat d'arrière-garde. Et nous croyons qu'il faut être là, mais c'est un combat d'arrière-garde. C'est-à-dire que c'est les sursauts, effectivement, d'une société qui est face à un changement qui terrifie beaucoup de gens, et qu'il y a un retour en arrière. Mais le progrès est inexorable. Il faut un peu... Alors si on attend les bras croisés, ça peut mettre beaucoup de temps. Sur les nouvelles lois de la famille, comment vous réagissez? Celles qui sont en train de se voter à l'Assemblée nationale. C'est quand même très grave. C'est quand même très grave parce qu'il y a eu 2 ou 3 hommes qui sont montés sur une grue. Et c'est là que vous voyez comment ces hommes, c'est ce qu'on appelle le mouvement masculiniste, comment ces hommes qui font des extravagances, qui sont en fait des hommes violents, qui sont qui sont contre l'égalité entre les hommes et les femmes, et qui prennent à l'envers tous les thèmes de l'égalité des féministes pour dire qu'il faut aussi créer une société pour les hommes. Et en fin de compte, ils sont plus entendus que les féministes. Ils sont montés sur une grue, ils se sont agités, et tout de suite, les ministres ont changé la loi pour 2 ou 3 personnes qui se sont agitées. Ça, c'est très très grave. C'est-à-dire que nous, pendant des années, des femmes se battent. Mais comment ça se fait qu'on ne vous entende pas alors? Non, simplement que... Vous criez pas assez fort, vous n'êtes pas assez convaincante. C'est toujours la question de comme disait, il y a un retour en arrière des choses. Il y a un retour en arrière. Et puis aussi, parce que il y a un lobby des masculinistes qui est de plus en plus important. Et puis bon, les hommes, c'est la question de l'autorité, du système de domination. Du système de domination. Quel que soit le sujet, ne va pas se laisser, ne va pas partager. Il y a quand même des femmes au gouvernement, Géraldine. Il semblerait d'ailleurs qu'ils soient paritaires. Donc comment ça se fait qu'elles n'arrivent pas à se faire entendre? Vous savez, vous pouvez avoir des femmes. C'est la femme qui est d'ailleurs au service au ministère des Affaires sociales qui a porté cette loi. Bon, elle peut être sous influence de ce mouvement masculiniste et pas prête à remettre tout en cause parce qu'il y a une pression terrible. Parce qu'il faut satisfaire les moindres gens qui s'agitent un peu, surtout quand c'est des hommes qui s'agitent sous le bon mot. Même s'il s'agit de réintroduire un peu de père qui souvent régulièrement... sont des hommes violents, souvent... Parce que là, quand l'égalité, évidemment, va du côté des hommes dans la parentalité, vous n'êtes pas d'accord. Non, pas du tout. Nous n'avons jamais dit ça. Non, on n'a jamais dit ça, et on est pour une égalité, on n'est pas pour autre chose que l'égalité. Par contre, c'est vrai que ce gouvernement, il n'y a pas que pour cette question-là, dès qu'on s'agite, pour peu qu'on aille casser 3 chaises et brûler 3 pneus, ça y est, on est entendu. Bon, maintenant, fermons la parenthèse et revenons à ce point précis des hommes sur les grues et qui demandent une égalité.
On sait très très bien que d'abord il y a la garde partagée, puisque par exemple ça, la garde partagée, il n'y avait pas besoin de faire une loi. La garde alternée est de plus en plus donnée de façon générale, parce que il me semble que le divorce pour faute on n'existe plus. Donc il était absolument inutile de faire quelque chose supplémentaire en faveur des hommes, en sachant quand même que statistiquement la plupart des hommes, et tout le monde le sait, le voit, et les statistiques le montrent, qui divorcent s'occupent encore moins de leurs enfants après. Donc là, en gros, vous allez avoir des hommes qui vont pour 3 personnes, parce que c'est vraiment ça, quoi. Pour 3 personnes. Vous pensez qu'il n'y en a que 3? Il y a quand même des Martiniquais, des gens, des Guadeloupéens, des gens qui... Non, mais enfin, vous savez pertinemment qu'ils sont peu nombreux. Ils sont peut-être silencieux, ceux qui souffraient de ne pas pouvoir exercer pleinement leur autorité parentale. Parce que quand même, il y a une société où la mère est un peu toute puissante. Attendez, les gardes alternées, d'abord, société où la mère est toute puissante, c'est quand même extrêmement récent. Hein. Et puis la mère toute puissante, moi je veux bien, mais enfin, je ne le vois pas toujours. Il y a quand même des hommes qui se plaignent de ne pas pouvoir voir leurs enfants. Oui, non, mais c'est vrai. Et je suis sûre qu'il y a des cas qui existent. Non, mais c'est le même principe qu'il y a aussi des hommes battus. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des hommes battus. C'est évident. Ils sont minoritaires. Mais ils sont minoritaires. C'est dommage, c'est terrible. Il y a des femmes qui se comportent de façon unique et qui privent des pères de leurs enfants pour régler des comptes avec eux. Non, mais je veux dire, c'est une évidence. Je ne veux pas dire l'inverse. Par contre, on ne fait pas une loi pour une minorité. C'est-à-dire que malheureusement, c'est comme ça. On est très, très, très nombreux sur la planète. On est très, très, très nombreux en France. Et donc, on fait des lois pour la majorité. Et quand on a fait le mariage pour tous, c'était pas une loi pour une minorité? C'est pas la majorité. Oui, mais ça, là, on est dans l'inégalité. Et en plus, c'est... Non, mais je suis d'accord que c'est une minorité, le mariage pour tous, sauf que c'est une injustice flagrante. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens... D'abord, c'est pas 6%. On estime à peu près qu'il y a 20% d'une population donnée qui est homosexuelle. Donc 20%, certes, c'est une minorité, mais enfin, c'est pas rien. Et qu'en plus, on était face à... Alors là, pour le coup, et vraiment, et pour tous sans exception, des situations qui pouvaient être dramatiques. Que cette inégalité induisait des choses qui étaient absolument injustes et dramatiques, et pour les homosexuels qui ont des enfants, et pour simplement les couples, parce que quand il y en avait un qui mourait, l'autre, homme ou femme, ne pouvait pas, enfin, couple homosexuel homme ou couple homosexuel femme, ne pouvait pas hériter, se retrouver évincé de son appartement. Enfin bon, il y avait des récits horrifiques. Il était temps que la loi mette un terme à cette injustice. Donc là, ça me paraît normal. Mais là, on parle d'un certain nombre de pères qui sont minoritaires et qui en plus bénéficient déjà d'une loi qui a tendance à favoriser la garde alternée. Donc si vous voulez, la garde alternée, ça veut dire que, tous les spectateurs savent ce que ça veut dire, ça veut dire que, par exemple, sur un mois, voilà, une semaine chacun. Donc il y a une égalité pareille. Donc s'ils veulent s'occuper de leurs enfants, ils peuvent s'occuper de leurs enfants. Là, donc il n'y a absolument aucune raison, et même je vais plus loin, à l'heure actuelle, si un homme et une femme divorcent et que la femme gagne beaucoup plus d'argent que l'homme touche une pension alimentaire. J'ai des exemples à donner. Donc, voilà, on va y revenir, parce que là je vous sens aussi braqué contre cette loi, mais on va y revenir. On est braqué, les féministes françaises sont braquées contre cette loi, elles ont fait des manifs et tout, et on les soutient. Hein. Oui, mais bon, pour l'instant, n'empêche qu'elles n'ont pas eu de cause. Hein. 71 27 07, y a-t-il quelqu'un qui nous attend? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? C'est Charles. Charles. Bonsoir. Et excusez-nous pour ce temps de latence et surtout d'attente que vous avez eu, vous. Oui. Alors, premièrement, j'aimerais dire déjà que le féminisme, c'est une invention occidentale. Donc, et pourquoi je dis ça? Et c'est pas de moi, c'est une grande écrivaine africaine qui dit ça. Pourquoi? Parce que souvent, les femmes caribéennes et africaines, certaines prennent comme modèle les femmes occidentales. Et les femmes caribéennes et africaines n'ont pas réglé leur problème d'identité profonde. Pourquoi? Et je reviens toujours à l'esclavage. Et le problème de l'esclavage n'est pas réglé. Donc tant que les femmes caribéennes et africaines n'ont pas réglé ce problème, et je pense que les femmes caribéennes et africaines ont besoin de modèles qui viennent d'eux et pas de modèles occidentaux. Et l'Occident, en fait, pour certains, il n'y a qu'un seul modèle. Il n'y a qu'une seule civilisation, la race supérieure, l'Occident, tout vient de l'Occident. Je suis désolé, il y a plusieurs civilisations, il y a plusieurs modèles. Ok? Donc, il faut oublier
Le problème de l'esclavage n'est pas réglé, il faut aller en profondeur. Je vois pas le rapport. Ok? Mais Et donc- on ne comprend pas très bien, Charles. Qu'est-ce qu'il faut que ces femmes caribéennes qu'est-ce qu'elles doivent régler, puisque vous dites... Leur problème d'identité, en fait. Parce qu'elles ont comme modèle la femme occidentale. Donc ça veut dire qu'elles n'ont pas pour vous, le féminisme n'est pas d'actualité, Voilà, ne parce peut que pas c'est être une adapté aux invention. cultures caribéennes. Voilà, parce que c'est une invention occidentale. Est-ce que vous êtes en train de me dire que dans la zone Caraïbe, dans notre culture, il n'y a pas d'inégalité, par exemple, entre les genres Oui, bien sûr. Au fait, c'est lié, tout ça, c'est lié à l'esclavage. Et il faut pas oublier qu'il y a eu 400 ans d'esclavage. 400 ans. 4 siècles. Donc 4 siècles comment dire ça, les Noirs ont été déshumanisés, au fait. Ok? Donc il faut régler déjà ce problème parce que le blanc, en plus, il y a un gros problème entre les hommes et les femmes les hommes et les femmes afro-caribéennes par rapport à ça, au fait. Et il faut déjà régler ce problème en profondeur. Ok? Et je me dis aussi que la base de la société, c'est un homme et une femme. Même les homosexuels, parce que j'aimerais dire ça aussi, que les homosexuels ont comme base un homme et une femme. Tout le monde est né d'un homme et une femme, ok? Donc il faut régler ce problème. Et je vous le dis aussi pour régler les choses. La religion et la confusion des hommes, ok? Au fait, la parole de Dieu, Dieu est une personne. Ok, Dieu est une personne. Très bien. Ben, écoutez, on a bien compris, Charles, votre point de vue. Je crois que vous avez là fait une sorte vous avez réglé les comptes avec tout le monde. L'esclavage, la religion, les homos, les féministes. On a bien compris que pour vous, tout ça, c'est de l'exportation et qu'il faut revenir à un système identitaire. Mais je crois que vous vouliez peut-être dire un mot. Non, mais le féminisme, le féminisme, c'est quoi Peut-être qu'il faut le rappeler. Le féminisme, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, et que les femmes, sous prétexte qu'elles soient femmes, ne soient pas victimes de discrimination. Maintenant, je voudrais rappeler à monsieur que les droits de l'homme, par exemple, l'esclavage a été quelque chose qui est extrêmement répandu en Afrique et dans tout le monde antique. J'imagine que monsieur ne va pas venir dire que l'anti-esclavagiste, c'est une notion importée de l'Occident. Pourtant, c'est le cas. Bon, maintenant, je referme la parenthèse, et que les femmes, moi, ce genre de choses, ça m'interpelle un peu, parce que je pense à toutes les femmes en Afrique qui luttent et qui meurent en s'élevant contre les excisions, c'est-à-dire les violences faites aux femmes, auxquelles on oppose les traditions soi-disant séculaires pour que des petites filles soient mutilées et meurent dans des conditions abominables, et que ces femmes sont des féministes. Et je trouve que ce serait insultant de venir leur dire, enfin personnellement je n'oserais pas venir dire à ces femmes, ben écoutez, vous ne faites que des vulgaires copies d'occidentales, vous importez quelque chose de l'Occident. Parce que je pense qu'elles ont... Alors que le mot féminisme vous gêne, c'est juste un label, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler ça schtroumpf, sauf qu'on a appelé ça le féminisme, et qu'on parle français, et que nous sommes issus, on ne parle pas une langue africaine, mais je suis sûre que c'est un autre mot dans un dialecte d'ailleurs. Vous êtes en train de nous dire que l'inégalité, elle est universelle. Elle est universelle, c'est pas après on choisit le mot qu'on veut, mais l'inégalité elle est universelle, et le combat contre l'inégalité et de vouloir de la justice, c'est quelque chose qui est le propre de l'homme. Elle n'est pas accentuée au sens de l'être humain. Y a-t-il des marqueurs culturels plus forts dans le coutelas, quand on tue les femmes avec un coutelas, voici le marqueur culturel le plus fort. Non, moi ça me rend triste d'entendre de tels discours. Ça veut dire qu'il faut... Mais ça justifie votre démarche, ne soyez pas triste, c'est la réalité. Non, parce que c'est un jeune garçon, c'est un jeune homme qui parle là. Comment vous le savez? Oui, je le sens, parce que en plus c'est le discours qui monte, c'est le discours très nationaliste, le discours identitaire, donc tout vient de l'Occident. Alors moi je dis que les femmes de ce pays, les femmes de la Caraïbe, eh ben, elles se battent parce qu'elles veulent sortir de l'oppression. Elles se battent parce qu'elles ont envie de vivre autrement. Elles se battent contre ce confort installé qu'il y a dans cette inégalité, où elles assurent tout, où elles portent tout sur leur dos, où elles sont dans une misère intense. Et bien si ce féminisme
importé et vient de l'Occident, eh ben, vive le féminisme. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Eh ben, vive le féminisme, mais moi ce que je dis, c'est que ces femmes que moi je rencontre dans la rue tous les jours, eh ben, elles nous disent quoi? Elles nous disent, eh ben, madame, continuez ça au café, ben, nous comptons ça au café, continuez à travailler là au café avec ses camarades. Voilà ce que les gens nous disent. Les gens ne vont pas se dire, oui, je sors de l'esclavage, il faut régler le problème de l'esclavage. Les femmes se sont battues avec les esclaves. Donc, il faut, c'est vrai que quand on est dans un confort, dans l'inégalité, que certains hommes sont dans certains conforts, on n'a pas envie d'en sortir. Non, puis l'esclavage, juste un petit mot sur l'esclavage, parce que l'esclavage, quand monsieur dit l'esclavage est une tradition qui existe depuis bien plus longtemps que le non-esclavage, et qu'en Afrique elle perdure parce que c'est une tradition très fortement implantée en Afrique. Non, mais en Occident, elle était implantée avant. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que ce monsieur, puisque nous parlons d'identité africaine, je vais lui dire que l'esclavage, pas exactement comme a été conçu en Occident, mais le fait qu'on puisse réduire en esclavage un autre par fait de guerre, c'est pas lié à sa race, mais c'est lié au fait qu'il est le plus faible, etc., etc. C'est une notion qui est culturellement assez imprégnante en Afrique et que beaucoup de femmes et d'hommes, là aussi, luttent et meurent pour lutter contre ça qui est caché. Donc ça, c'est pas vrai qu'on ne peut pas toujours glorifier ses traditions, parce que les traditions ne sont pas toujours admirables et acceptables. Je vous propose, Géraldine et Georges, d'aller maintenant dans les rues. Oui. On va essayer d'écouter un petit peu ce que pensent les personnes que nous avons rencontrées. On leur a posé la question de savoir si, pour eux et pour elles, l'égalité homme-femme était une réalité. Alors, je propose de regarder cela. Selon moi, pas vraiment. Déjà au niveau physique, on peut noter que la femme est beaucoup plus faible. Bon, on va prendre par exemple les performances sportives. Une femme ne peut pas faire forcément ce qu'un homme fait. Par exemple, porter quelque chose de très lourd, une femme ne peut pas forcément le faire. Dans le couple également, on voit quand même une inégalité. Au niveau de la sexualité, par exemple. Franchement, la vérité, je vais vous dire que le Dieu, il a créé l'homme et femme. Il n'a pas créé un homme et un homme, il n'a pas créé femme et femme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je suis contre. Contre l'égalité entre la femme? Oui. Je pense que oui, il y a une égalité entre les femmes et les hommes. On a à peu près les mêmes droits chacun, donc voilà. Pas prendre la peine de répéter ça, pas prendre la peine de dire ça, ou bien pas une pièce qualité égalité. Donc, tout le monde n'a qu'à dire égalité, mais ça, pas une égalité pièce côté. Puisque de toute façon, ces messieurs a toujours qu'à sentir supérieur, au moment où ils apprennent supérieur, alors ça fait qu'ils toujours comprennent supérieur. Là, on y a madame sans bonne yoni. C'est tout. Parfaite égalité, tu veux rigoler. Il n'y a pas d'égalité, je parlerai salaire. Concernant les salaires en exemple, les hommes touchent beaucoup plus que les femmes malheureusement. Et puis, juste une petite anecdote, quand on passe non loin de kiosques ou encore d'abribus et qu'on est une femme et qu'on se fait siffler par les hommes, je ne parlerai pas d'égalité. Si je reviens à la charge en insultant l'autre, je risque de me recevoir des baffes. Alors, vos réactions, très rapidement? Je crois que Notre-Dame, qui représente la Caraïbe profonde, elle a tout dit. Donc, je me renvoie au monsieur, là, qui est quand même une femme du peuple, qui l'a dit en créole, que c'est vraiment un bon fait, quoi. Et les jeunes femmes, bien entendu, que les choses ont été dites. Une partie de la population dit que les choses sont... qu'il n'y a pas... La majorité de vos intervenants sont plutôt... Ça n'a pas valeur au sondage, bien évidemment. Non, bien sûr que non. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est les choses qui ont été données, les arguments contre, c'était la jeune fille qui confond la différence et l'inégalité, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont différents, on en a parlé, mais ça ne veut pas forcément, on peut être différent et être égaux, et que le fait de pouvoir porter une charge plus lourde vous donne pas le droit d'avoir une autorité, d'avoir plus de... Enfin bon, bref, on va pas recommencer. Et par ailleurs, le monsieur qui est un peu confus, qui a un petit peu de mal à répondre vraiment à la question, mais qui, d'après lui, voilà, Dieu a voulu l'inégalité entre les hommes et les femmes, ce qui revient aussi à l'intervention
l'intervention de votre du premier auditeur, Gérard, je crois. Sur une bonne mémoire, c'est bien Gérard. Oui, c'était Gérard. Sur le fait que c'est quelque chose qui est très formaté et que ce formatage vient de la religion. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire que pour la religion, en tout cas, ce sont les hommes qui, surtout dans la religion catholique où il n'y a pas encore de prêtre femme, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, il n'y en a pas, et que donc le discours est un discours d'homme sur l'interprétation des textes. Et sur la question du poids, on l'a dit au début de l'émission, à la jeune fille, il y a des règles pour les poids pour les hommes et pour les femmes, et qu'à l'heure actuelle, qu'il y a des machines et qu'il y a un travail qui se fait en équipe. Tout ça, ce ne sont pas des arguments qui peuvent justifier une inégalité. Je sais que vous êtes impatiente, qu'on parle de... Vas-y, on va en parler, mais puisque de toute façon, on ne pourra pas passer outre ce premier Femme ou Vésir, on va y revenir. On va y revenir et on va consacrer un temps. Soyez patiente, puisque je vous rappelle quand même que votre combat est un combat de longue haleine. Donc il faut la patience, c'est une vertu que vous devrez partager avec Femme Égalité. Mais on va recevoir cette personne au 71 707. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu entends? Oui, non, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est toujours Charles. Ah, vous étiez resté, Charles, ou vous êtes revenu? Oui, c'est toujours Charles, en fait. Apparemment, la dame, elle... Oui. Quelle dame? Elle m'a très mal compris, en fait. Elle quoi? Qui vous a mal compris, Charles? Dites-nous tout ça. Peu importe, c'est pas grave. Oui, alors, vous voulez peut-être réexpliquer votre position? Je veux être clair. Oui. Moi, c'est évident. Je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une évidence. Je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre ma vie, par exemple. Oui. Mon père m'a élevé en faisant de la vaisselle, en faisant les lits, tout ça, etc. Donc, mon père était déjà en avance, malgré que mon père et ma mère étaient séparés. Quand j'allais chez mon père, il m'apprenait déjà à faire la vaisselle, à faire à manger, à balayer, et ma mère a appris à repasser. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça, au fait. Ok? Voilà, c'est clair. Très bien. Ok? Donc, et ce que je me dis par rapport à l'esclavage, quand je dis par rapport à l'esclavage, au fait, est-ce que vous êtes conscient des dégâts qu'a fait l'esclavage dans le peuple africain et oui, ça par contre, ça va être un autre sujet. Je vous propose, Charles, je sais que c'est un sujet qui est encore très prégnant dans nos vies, qui a encore du trauma qui agite un peu nos consciences. Je propose que ça fasse l'objet de vrais débats dans lequel nous allons peut-être même vous proposer d'être avec nous, parce que là, je voudrais recentrer l'activité d'entretien de débat ce soir sur l'égalité homme-femme et ne pas trop s'en éloigner. Donc je tiens compte de votre position. Je vous invite à rester fidèle à votre télévision. Nous en reparlerons justement ces questions de trauma par rapport à l'esclavage. Voilà. Je pense qu'on va peut-être aussi aborder votre sujet, votre Vésir, puisque vous avez alors parmi vos moyens pour former, pour informer, édité votre premier numéro de Femme ou Vésir. Et c'est un papier en quadrille qui fait quand même 4-5 pages et qui est bien couvert, avec un comité de rédaction de femmes, bien évidemment. Et alors, par contre, la question que j'ai en parcourant, je me suis dit, tiens, elles ont commencé par parler de sexe. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'était peut-être un peu provocateur d'aborder d'abord la question du sexe pour votre premier numéro? Oui. Mais en même temps, c'est provocateur, mais en même temps, c'était indispensable. C'est-à-dire que le sexe, c'est ce qui fait de nous des femmes. Alors attendez, c'est ce qui fait de nous des femmes d'abord, c'est-à-dire que c'est la différence biologique qui fait que nous sommes des femmes et vous êtes un homme. Donc c'est donc notre sexe qui nous différencie, et c'est aussi à cause ou grâce à ça dépend des points de vue, ce sexe que nous sommes parfois et souvent victimes de discrimination, que nous faisons partie, que nous sommes exploités pour ce sexe justement, qu'il y a dans le monde un certain
certain nombre d'organisations criminelles qui se font beaucoup d'argent en exploitant le corps des femmes et le sexe des femmes. Voilà. Donc il nous paraissait, et que par contre, curieusement, les détentrices de ce sexe le connaissent très mal. Et vous avez pensé que c'était important de leur faire connaître leurs parties les plus intimes, jusqu'à les informer sur les plaisirs sexuels des femmes. Est-ce que c'était vraiment... ça participe pour vous de cette déconstruction, de parler de ces plaisirs sexuels ? Oui, parce que d'abord c'est justement tabou, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous savez forcément que le plaisir des hommes est tellement quelque chose d'important qu'on a même inventé une pilule qui s'appelle le Viagra, que jusqu'à récemment, jusque dans les années 90, personne n'avait jamais pensé à faire une échographie d'un clitoris, c'est-à-dire que personne ne savait en fait ce qui faisait que les femmes avaient du plaisir. On savait que c'était le centre du plaisir, mais pourquoi non ? Voilà, donc il y a quand même un tabou sur le corps des femmes et la sexualité des femmes, et que les femmes elles m'ignorent pour une raison d'abord évidente, c'est que les hommes ils ont un sexe qui est visible et les femmes elles ont un sexe qui est invisible, y compris elles-mêmes, donc il faut faire un effort. Et que si les femmes prennent conscience de ce connaissent leur corps, ça va aussi les aider à en être vraiment les actrices et à maîtriser un petit peu ce qui se passe, et mieux en tout cas, c'est ce que nous croyons. Oui, moi je crois que c'est essentiel, ça fait partie aussi de l'émancipation des femmes, c'est-à-dire connaître son corps, savoir ce que c'est que le plaisir des femmes, parce que souvent les femmes dans les relations sexuelles, elles subissent des fois des relations, elles en parlent très peu, c'est un sujet qui est complètement tabou, et d'ailleurs quand nous offrons le journal, puisqu'on le vend de 1 €, quand nous disons aux femmes c'est un journal qui parle de notre sexe, qui parle de notre... elles le prennent tout de suite. Tout de suite. On n'a aucune difficulté à vendre ce journal. Donc je crois que parler ça n'a rien d'extraordinaire. Et à côté, on a même un petit questionnaire, et on leur pose des questions sur un petit quiz. Par exemple, je m'autorise à chercher du plaisir dans ma sexualité, oui ou bien non. On essaie d'amener justement toujours dans notre même dynamique de questionner les femmes. Notre journal est bâti sur le même schéma. Amener les femmes à réfléchir sur certaines choses. On est quand même dans l'intime, et un intime qui quand même nous lie à l'autre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu intrusif quand même sur ces questions-là ? Dans le sens où vous allez là où on vous attend peut-être moins. On n'est pas obligé de l'acheter. Par exemple, parler de... Elles lisent toutes seules le journal. Moi, je crois que c'est ça. Ce journal, les femmes le lisent. Et comme je leur dis, vous allez le lire, vous, dans votre... quand vous aurez le temps. Et prenez le temps de le lire. Prenez le temps de vous poser ces questions. Et quand vous dites on est intrusive, pas du tout. Quand il s'agit d'exploiter les femmes, le sexe des femmes, quand il s'agit de les mettre sur le trottoir, quand il s'agit de les vendre parce qu'elles sont du sexe féminin, on le fait bien. Voilà. Donc quand on parle du plaisir, ça a l'air d'être intrusif. Oui, pas du tout. Et le fait même que vous posiez la question, c'est-à-dire que je pense que je ne vous suspecte rien du tout, cher monsieur. Mais le fait que si on vous avait fait la même chose avec parce qu'en fait les spectateurs ne le voient peut-être pas, mais là il y a une coupe de l'appareil reproducteur des femmes, c'est-à-dire que ça n'est rien de pornographique, tout. Si on avait fait la même chose pour un homme, je vous fais peut-être un procès d'intention, que vous n'auriez pas trouvé ça aussi intrusif. Vous auriez trouvé ça curieux, peut-être intéressant ou inintéressant, mais vous n'auriez pas employé le mot d'intrusif. C'est-à-dire que là, encore une fois, on se retrouve dans la partie où tout ce qui est la part des femmes, de l'intime des femmes, et comme le dit Georges parfaitement, on n'a aucun problème pour l'exploiter. C'est-à-dire qu'on vous taxe même de puritain quand vous trouvez que c'est peut-être un peu too much. Mais par contre, quand il s'agit d'informer les femmes sur, voilà, votre utérus c'est ça, votre trompe c'est ça, votre vagin c'est ça. Est-ce qu'elles vous ont attendu pour ça ? Vous pensez que les femmes sont vraiment à ce stade de reconnaître totalement leurs c'est pas par hasard qu'une Eve Ensler a fait le monologue du vagin. Et c'est une pièce qui a eu un succès terrible, parce qu'en fait, les femmes, on nomme le sexe des femmes par toutes sortes de mots.
mais les femmes ne connaissent pas. Et en plus, avec l'arrivée de la pornographie dans les foyers, c'est encore pire, c'est devenu encore pire. C'est-à-dire que les femmes voient des images créées par des hommes en général entre 40 et 50 ans, blancs, puisque je repense à comment il s'appelle le monsieur qui parlait à Charles, donc avec un imaginaire très précis, et se retrouvent coincés dans cet imaginaire-là qui est fait pour le cinéma. Je le rappelle aux jeunes hommes et aux jeunes femmes et aux jeunes hommes aussi qui regardent, ce sont des choses qui sont faites pour le cinéma. Donc c'est pas la réalité. Et que ces femmes-là se retrouvent piégées, donc elles connaissent tellement pas leur sexe, qu'elles se retrouvent piégées par des représentations d'hommes qui leur disent qu'une femme, ce qu'on le voit à l'écran, l'actrice, ça a l'air d'être absolument merveilleux ce qui se passe. Ouais. Sauf que quand on connaît son corps, on sait que ça, c'est probablement pas merveilleux, en tout cas ça n'a aucun intérêt pour une femme. Alors il y a d'autres articles. C'est ce que j'allais vous dire, il n'y a pas que ça évidemment. Bon, on va parler, vous allez aborder la question de la marchandisation du corps des femmes, on a abordé le harcèlement au travail, enfin bon, il y a de quoi, mais comment faire pour se procurer ce journal? Il faut qu'il est vendu dans les kiosques donc le journal, nous allons faire une vente massive, pas ce samedi-là, parce qu'on le vend devant les grandes surfaces, mais le samedi 21, nous aurons une vente dans la rue, à la rue piétonne de Fort-de-France. Nous allons donner des numéros de téléphone parce que bon, on n'a pas encore d'endroit de dépôt. Nous l'avons aussi proposé à certains médecins, des gens qui ont des salles d'attente, des médecins, des laboratoires, et on leur a proposé de l'acheter et de le mettre à la disposition des clientes, des clients qui viennent. Donc les gens pourront se le procurer, et puis on peut nous le demander aussi. Voilà, si des gens ont envie d'avoir ça. Voilà. D'abord, s'il y a des gens, des professionnels, par exemple, je sais pas, dans les salons de coiffure, ou des choses où il y a des femmes qui sont souvent qui attendent, ils peuvent contacter l'association et on leur vendra un certain nombre de numéros qu'elles peuvent revendre. Alors donc, si vous êtes intéressé pour revendre le journal ou pour l'acheter directement, vous pouvez vous connecter sur la page Facebook Culture Égalité. Vous pouvez également nous envoyer un mail à asso. Tout ça en minuscule, asso.culture.égalité sans accent @gmail.com ou nous contacter au 06 96 16 39 96 ou 06 96 97 08 01. Je vais reprendre tous ces numéros, rassurez-vous, avant la fête d'émission, parce qu'en fait ça en fait beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que vous attendiez de cette vente massive, que les femmes puissent chacune avoir régulièrement ce journal? La question subsidiaire est: est-ce qu'il sera régulier? Est-ce qu'il va falloir attendre 2 ou 3 mois pour voir le prochain numéro? Parce que là, c'est déjà celui d'avril 2014, on attend juin déjà, non? Mais vous savez, nous avons 6 mois d'existence. C'est vraiment un défi, une association qui s'est créée en juillet, qui a déjà fait un 4 pages. Donc, et il est intemporel, le journal. On peut le lire toute l'année parce qu'il n'y a pas d'événement particulier dessus. Et on peut se le procurer parce que ça nous permet de nous poser des questions, de voir si vraiment on connaît ce que c'est, par exemple, la marchandisation du sexe. Et qu'est-ce que ça représente vraiment dans le monde comme chiffre d'affaires. D'ailleurs, Géraldine l'a dit, le harcèlement sexuel qui est tellement banalisé, où les femmes se disent, bon, il me fait une blague sexiste, il me touche le bras pendant que je travaille, eh ben, je ne dis rien et c'est pas du harcèlement. Donc, on amène les femmes aussi, en prenant ce journal, à se poser des questions encore, à repérer les inégalités, à repérer les violences, à repérer tous ces lieux. Donc, ce journal, on le sortira et le prochain, ce sera pour la rentrée. Alors, une grosse inégalité, vous avez... Et puis on n'a pas d'argent, donc ça coûte cher. Ça coûte cher, on n'a pas de fric, alors bon... Donc vous en ferez chaque fois que... Et d'ailleurs, s'il y a des téléspectateurs et téléspectatrices qui ont envie de faire un don, c'est défiscalisé, je tiens à le rappeler. On a dit, Ah bah oui,
On a toujours dit. Ils peuvent nous faire un don, c'est comme dit, c'est défiscalisé, on donne un reçu, un beau reçu. Vous aussi comptez sur la solidarité féminine tout court, elles sont suffisamment nombreuses. Non, mais comme on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pro-féministes comme vous, déjà Fred. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent nous acheter. Voilà. Et non, mais c'est... Oui, d'ailleurs. Ne me confondez pas de grâce, mesdames. Alors, sur la question de l'inégalité au travail, comment vous allez vous y prendre? Vous irez voir les organisations syndicales, les patrons, parce que ça aussi, a priori, vous rappeliez tout à l'heure Géraldine, a priori, là, il y a quand même peut-être des efforts à rattraper. Mais c'est ce qu'on compte faire, et parfois même... Comment vous allez faire toucher ce tissu? Il faut que vous sachiez, c'est ça que je vous disais que vous êtes un peu pessimiste, parce que quel lapsus. Quel beau lapsus en fin d'émission. Ça, c'est merveilleux. Vous étiez un peu pessimiste parce que vous savez qu'on a été contacté. C'est-à-dire qu'il y a des gens des patrons qui nous ont contactés, bon pour l'instant d'entreprises publiques, mais enfin bon peu importe, c'est quand même des patrons, parce qu'ils étaient intéressés, ils veulent savoir quand est-ce qu'on a une formation, parce qu'effectivement ils voient bien que dans le cadre de leur entreprise, il y a un certain nombre de discriminations, de mal-être au travail qui nuisent à la bonne marche de l'entreprise. Voilà. Et puis en plus c'est illégal. Il se trouve que c'est illégal et que par exemple pour le harcèlement sexuel, ça peut coûter très très cher à l'entreprise. Donc voilà. Et puis, ce que je voulais aussi dire, le féminisme, c'est aussi l'égalité sociale. C'est pour ça que notre slogan, c'est être libre, solidaire et autonome, libre, autonome et solidaire. Et nous sommes, comme toutes les féministes, dans une dynamique de justice sociale. C'est-à-dire notre action, le féminisme, c'est aussi aller lutter contre les injustices de toutes sortes, les injustices dans le travail, les injustices sur la voie publique. C'est-à-dire partout où les femmes sont frustrés, sont opprimés, mais aussi partout où les êtres humains, parce qu'il y a aussi une immigration, les femmes immigrées. Non, on ne peut pas faire tout seul. Il y a d'autres associations féministes. Ce que je veux dire, travailler ensemble sur ces grandes questions. Non, ce que je veux vous dire, c'est que les femmes, quand on a une femme vers laquelle on intervient dans un groupe, elle est aussi dans un emploi, elle est aussi dans une société, elle est dans un syndicat. Donc toutes ces femmes-là, à qui ce qu'on appelle l'empowerment, à qui on donne cette espèce d'envie de revivre, ce pouvoir qu'elle a sur elle-même, de décider, de voir les choses autrement, de ouvasier justement. Donc elle est dans cette société, dans ce syndicat, avec d'autres façons de faire. Et c'est une espèce elle va aussi transmettre ces notions-là. Elle sera vigilante. Elle va interpeller ses collègues au travail. Elle va leur dire, mais ça, il y a du harcèlement. Est-ce qu'il y a les lois qui sont affichées dans la salle la cafette, dans la salle du repas? Il y a tout un tas de choses, et c'est comme ça que les choses vont se faire. On n'ira pas toutes comme nous sommes des militants, mais on interviendra aussi en direction des syndicats. Votre passion féministe peut aussi vous stigmatiser et faire en sorte que justement ces femmes vers lesquelles vous souhaitez vous orienter s'en éloignent, parce que... Attendez, de toute façon il suffit de dire on est féministe, même si on n'est pas enthousiaste, même si je dis avec une toute petite voix je suis féministe, ça peut suffire. Donc féminisme n'est pas à la mode du tout. Maintenant, dans les faits, dans la réalité. Que les féministes, c'est encore l'histoire, j'entendais sur France Inter juste avant de venir une émission où on disait que les féministes, c'est l'image qu'on a, que c'est toutes ces vieilles là des années 68 qui n'ont pas rien compris au combat. Et c'est peut-être un petit peu archaïque, quoi, presque. Oui, mais de toute façon, je pense qu'à chaque fois qu'on a été confronté à ça, c'est-à-dire que nous, on connaît toutes des femmes, on en voit tous les jours, et que moi, je ne rate jamais une occasion, Georges aussi, de dire que nous sommes féministes, que nous faisons partie d'une association, etc. Et à chaque fois, la première réaction, c'est vrai, 2 fois sur 3, et mais moi, je ne suis pas féministe, etc. Et quand on parle avec ces femmes, on se rend compte que finalement, c'est pas vrai. Et quand on les quitte, elles se disent, mais oui, en fait, ou je suis féministe, c'est-à-dire de facto, je suis féministe dans ma vie, ou alors, en tout cas, c'est un combat qui est juste, en tout cas, qui vaut peut-être la peine de s'y intéresser d'un peu plus. Donc, on est souvent, c'est le problème du préjugé, du fait qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, la majorité des gens ne savent pas
ce que c'est que le féminisme. L'émission touche à sa fin, on n'a plus le temps, malheureusement. Non, mais je il faut qu'on serai parle de juste notre temps. ROF, là, notre rencontre d'orientation féministe. Deux mots, juste deux mots, mais juste deux mots, Le parce qu'on n'a 22 qu'une minute. Le 22 janvier, nous avons Juin. le 22 juin, oui, pardon. parce que janvier, vous oui, aurez pas le 22 janvier, juin, hein. nous avons une réunion d'orientation féministe qui se tient à l'Impératrice, à Fort-de-France. Une réunion d'orientation féministe, c'est un endroit où les femmes se rencontrent et où justement on déconstruit, on se pose des questions sur ce que c'est qu'être une femme, notre rôle dans la société, etc. Alors, pour plus de précision, on peut téléphoner au 06 96 16 39 96 ou alors 06 96 33 61 16. On aura toutes ces précisions. Et puis rappelons aussi que Et on a une page Facebook. Une page Facebook Toute l'information de cette réunion d'orientation féministe du 22 juin est indiquée. Est indiquée. Absolument. Rappelons juste tout de même pour terminer que dans 2 jours, ça fera 9 ans que Sandra a été immolée. Je crois qu'il faut aussi s'en souvenir et que le combat n'est pas simple. En tout cas, vous avez tout notre soutien. Merci d'être venu, Géraldine Desgeorges. Merci beaucoup. Merci à Gérard, à Yolande, Charles, à Manuela et à Jeannot. On se retrouve dans 15 jours et là, cette fois, on parlera plus du paranormal, de ces anciens de Quimbrois. Ça fait aussi partie de la vie psychique dans notre culture. Allez, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Ok, voilà. Vous allez en dire plus long.